Punchline, 18h-19h, Olivier de Kerenfleck sur Europe 1. Et de retour en direct dans Punchline sur CNews et Europe 1 pour vous accompagner jusqu'à 19h autour de ce plateau. La journaliste Véronique Jacquier, journaliste politique. Louis Dragnel est également avec nous. Pierre Martinet, ancien agent du service action de la DGSE, nous accompagne. Maître Pierre-Henri Bovis, toujours présent autour de ce plateau. Et nous accueillons Lucas Barbagli, délégué national uni. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Puisque nous allons revenir à présent sur la mobilisation des étudiants pro-palestiniens qui continue. À l'initiative de la direction, les locaux principaux de Sciences Po ont été fermés aujourd'hui en raison d'une nouvelle occupation. La police qui a évacué plusieurs dizaines de militants qui occupaient les locaux de l'école depuis la veille. La fermeté est et restera totale. C'est en tout cas ce qu'a assuré aujourd'hui Matignon, alors que des étudiants ont entamé une grève de la faim. Nous allons retrouver sur place notre journaliste Régine Delfour avec Laura Lestrade. Régine, bonsoir. Le calme autour de vous, vraisemblablement, est revenu, hein? Oui, absolument, Olivier, le calme est revenu et le dispositif de sécurité a d'ailleurs été allégé. Désormais, de chaque côté de la rue Saint-Guillaume, il y a une rue-balise et une voiture de police qui empêche donc les personnes qui ne sont pas riverains de pénétrer dans la rue Saint-Guillaume. L'objectif est donc de sécuriser toujours ces lieux. Il faut imaginer que pendant plus de 10 heures, il y avait une dizaine de véhicules de force de l'ordre dans la rue Saint-Guillaume. À 11h30, l'évacuation des 91 étudiants a été faite, une évacuation qui s'est déroulée dans le calme. À midi, c'était terminé, mais une cinquantaine d'étudiants avaient décidé de rester sur le boulevard Saint-Germain. Ils ont été encadrés par les CRS et exfiltrés par petits groupes de 4. Et à partir de 14h, le calme est revenu et il n'y a pas de manifestants. Les forces de l'ordre sont donc restées assez nombreuses pour sécuriser les lieux, empêcher que des étudiants puissent revenir. Et ce dispositif de sécurité devrait bientôt être levé. Beaucoup, Régine Delfour avec Laura Lestrade, donc devant Sciences Po Paris. Alors les étudiants pro-palestiniens qui semblent toujours déterminés, et ce malgré le débat proposé hier par la direction. La direction de Sciences Po qui a d'ailleurs publié un communiqué hier soir. Le débat qui s'est tenu ce matin dans l'amphithéâtre Boutmy a démontré la capacité des étudiants, enseignants-chercheurs, salariés et dirigeants de Sciences Po d'échanger sur des sujets difficiles dans le respect mutuel. Lucas Barbagli, délégué national uni. La vérité, semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, le dialogue ne semble pas possible. C'est bien cela ? Il est impossible et ça fait 2 semaines, nous, qu'on le dit. Nous avons prévenu Madame Retailleau que le dialogue allait être impossible puisque nous connaissons ces gens-là, nous connaissons surtout les organisations étudiantes qui ont organisé ces débats-là, ces manifestations. Et pour les côtoyer un peu sur le terrain, ils refusent le débat. Et c'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs débloqué Sciences Po, puisque ce fameux temps était un prétexte pour finalement rebloquer Sciences Politiques. Et ils ont annoncé qu'aucun dialogue n'allait être possible et n'allait être envisageable. C'est pourquoi potentiellement dans les prochains jours, et on verra la semaine prochaine, même s'il y a le pont, qu'il y aura de nouveaux déblocages à Sciences Po, voire même dans d'autres universités. Alors vous annoncez d'autres blocages. Louis Dragnel, est-ce que cela veut dire qu'il faut s'attendre à un mois de mai très compliqué finalement à Sciences Po, mais également dans les universités à Paris, mais pas seulement, universités françaises? Alors, je suis pas Madame Soleil, donc je sais qu'il est autour du beau temps, cher Olivier. Mais vous êtes un fin observateur. Non, mais vous êtes un fin observateur, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu beaucoup de renoncements sous couverture de victoire, de la part notamment du gouvernement ou de la direction de Sciences Po. La direction de Sciences Po commence par essayer d'évacuer, de déminer le sujet, en disant on va essayer de signer un accord avec des gens qui pensent donc ce qu'ils pensent. On voit les slogans, on les entend, de soutien et de défense de la Palestine sur Gaza, avec des propos très ambigus, parfois antisémites. Ensuite, vous avez la même direction de Sciences Po qui accepte aujourd'hui, qui cède et qui ferme carrément l'université. Il n'y avait pas de cours. Il y a un gouvernement qui dit on ne laissera pas faire, et en même temps, les manifestations qui sont illégales, puisqu'elles n'ont pas été déclarées, ont bien lieu. Il y a certes des évacuations de la part de la police et de la gendarmerie, mais souvent une fois que la manifestation illégale se produit. Alors qu'il y avait une solution qui aurait pu consister à mettre des policiers et des gendarmes devant Sciences Po, devant des collèges, devant les lycées dans lesquels il y a des menaces de blocage, et permettre à ceux qui veulent étudier de continuer d'étudier et empêcher les bloqueurs de bloquer. Donc voilà, il y a peut-être un engrenage qui est en train de se mettre en place. Pour l'instant, il est trop tôt
pour savoir ce qui se passera dans 15 jours ou dans 3 semaines. Mais aujourd'hui, en tout cas, on voit bien que le sujet n'est pas débloqué. Il y a plutôt tout ce qui se passe donne du carburant à tous les groupes pro-palestiniens. Et pourtant, Véronique Jacquier, le Premier ministre, qui a demandé à la ministre de l'Enseignement supérieur de tout mettre en œuvre pour mettre un terme pur et simple à ce qu'il appelle cette spirale honteuse. Et dans le même temps, on a le sentiment d'être en face d'autorités tétanisées par la situation. Est-ce que c'est le cas selon vous ? Oui, c'est ça. On a l'impression qu'ils sont paralysés. D'abord parce que la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a réagi bien tard, et qu'elle dit chaque fois une ligne rouge a été franchie, la ligne rouge ne doit pas être franchie. Enfin bref, on comprend plus trop de quel côté de la ligne rouge elle se trouve. Le gouvernement a tardé aussi à réagir. On a un Premier ministre qui parle haut et fort, mais c'est peut-être un aveu d'impuissance parce que derrière ça ne suit pas. Et surtout, il y a la France insoumise qui est clairement dans une stratégie de préempter, de souffler sur les braises, ne serait-ce que parce que de toute façon, ils ont décidé qu'à Sciences Po, mais aussi, ils l'espèrent, dans toutes les universités de France et de Navarre, ils soient chez eux, non pas pour les élections européennes, c'est pas ce combat-là qui les intéresse, mais bien entendu pour la prochaine élection présidentielle, puisque je vous rappelle quand même les 22% de Jean-Luc Mélenchon, ça pèse infiniment plus lourd que les 6,31 ou 38% de Manon Aubry à la dernière élection européenne. Donc c'est cet électorat-là qu'ils veulent garder au chaud et c'est ce carburant-là qu'ils veulent alimenter pendant les années à venir, ne serait-ce que parce que pour eux, comme l'a dit d'ailleurs Aymeric Caron, qu'on a entendu tout à l'heure sur CNews et Europe 1, c'est leur jeunesse. C'est cette jeunesse qu'ils veulent montrer en exemple. C'est cette jeunesse, évidemment, sur laquelle ils comptent pour se faire élire et réélire. Et qui est derrière cette volonté de soulèvement LFI, bien entendu, mais peut-être pas seulement. Je vous pose la question, Pierre Martinet, ancien agent du service action de la DGSE, dans un instant. Mais avant, Pierre-Henri Bovis, vous souhaitiez réagir. Oui, puisque si vous voulez, là, pour faire aussi Monsieur Météo, il va y avoir des prévisions orageuses. En tout cas, il y en a, puisque vous le savez, la Cour pénale internationale risque de décerner un mandat d'arrêt à Benyamin Netanyahou, et ce sera du coup l'occasion aussi pour la France insoumise, mais également pour les étudiants du coup qui suivent la France insoumise, de se mobiliser davantage et encore de bloquer d'autres universités et notamment Sciences Po, si évidemment la Cour pénale devait émettre ce mandat d'arrêt. Ce qui est là aussi regrettable, c'est que cette Cour pénale internationale, on dirait, aujourd'hui ressemble plus à un instrument politique qu'à un instrument juridique. Et c'est ce qui pourrait aussi, à mon avis, permettre d'embraser complètement le débat. Parce que effectivement, derrière ce militantisme universitaire, Pierre Martinez, il y a la France insoumise avec Rima Hassan en tête, on l'appelait, qui appelle au soulèvement. Et tout cela est observé de très près depuis l'étranger. Le guide suprême iranien, qui exploite d'ailleurs des images du blocage de Sciences Po Paris pour faire sa propagande. Je vais le citer, les gens sortent en grand nombre pour scander des slogans contre Israël et l'Amérique. Pierre Martinez, ancien agent du service action de la DGSE. Martinet, pardonnez-moi. Martinet, c'est un autre. Martinet, c'est un autre. Pardonnez-moi, j'ai rajouté un Z. Pierre Martinet. Son cousin. Oui. Donc, effectivement, parce que ce noyau là, ce noyau dur de pseudo-révolutionnaires à Sciences Po n'a qu'une revendication, c'est le conflit en fait. N'a qu'une revendication, c'est le chaos. Et dans quelques temps, peut-être qu'il va y avoir une trêve là qui va arriver. Ils sont en négociation avec certains responsables de ce groupe terroriste qu'est le Hamas et Israël. Si la trêve arrive, j'aimerais bien voir leur réaction et je pense que ça continuera malgré la trêve. Ils n'ont de cesse que le chaos. Et ils sont, pour répondre à votre question, ils sont alimentés idéologiquement par ça arrange des États étrangers. Je pense que le Qatar ça arrange aussi le Qatar, ce désordre et ce chaos. Mais ils sont aussi alimentés idéologiquement par toutes ces associations qui gravitent autour, toutes ces associations dont Urgence Palestine justement qui alimentent et qui appellent au soulèvement et qui appellent à la résistance globale en France et qui appellent aussi à une intifada. Ils appellent carrément à une intifada en France. Donc il va falloir que le gouvernement aujourd'hui prenne des mesures fermes pour que ça cesse. Et moi je pense que en même temps depuis le 7 octobre, eh bien donne des situations comme celle-ci parce qu'on n'a pas de ligne directrice donc pas de ligne claire et notamment on peut noter l'absence d'Emmanuel Macron effectivement à la marche contre l'antisémitisme qui avait été assez mal comprise en tout cas. Exactement, et surtout quand il est en Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé à une coalition pour détruire le Hamas.
ça a fait pchit en 3 secondes et demie, et derrière, il se passe rien. Donc leur seule revendication, c'est Israël. Il faut cesser toute relation avec Israël. Je vous propose de faire un détour par la place du Panthéon à Paris, puisque une manifestation de pro-palestinienne avec des étudiants a eu lieu cet après-midi. Maxime Leguet, racontez-nous, vous êtes sur place, manifestation qui s'est terminée. Racontez-nous quelle est l'atmosphère sur place. Oui, bonsoir Olivier. Effectivement, une manifestation pro-palestinienne qui vient tout juste de se terminer ici, place du Panthéon. Manifestation qui était organisée par le collectif Urgence Palestine, notamment en soutien aux étudiants de Sciences Po qui ont occupé l'école avant d'être évacués manu militari. Alors ici, ils étaient près d'une centaine munis de drapeaux palestiniens avec leurs kéfiers à carreaux blancs et noirs à scander les slogans habituels: Israël assassin, Macron complice, ou encore le slogan à caractère antisémite From the river to the sea, Palestine will be free. Alors des députés de la France insoumise étaient également présents: Éric Coquerel, Clémence Guettet, Thomas Porte, Louis Boyard. Ils ont apporté leur soutien aux étudiants et leur ont dit de continuer la lutte. Alors désormais le calme est revenu sur cette place hautement touristique du 5e arrondissement de Paris, mais les manifestants ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient multiplier les actions similaires du même type au cours de la semaine prochaine. Merci beaucoup Maxime Leguet. En duplex du Panthéon à Paris, Lucas Barbagli, délégué national uni, vous étiez sur place, vous allez nous raconter dans un instant. Mais avant, il est 18h30 sur CNews et Europe 1, le Flash Info, avec vous Simon Guillain. Bonsoir mon cher Simon. Bonsoir Olivier. Berlin et Prague accusent Moscou d'une récente campagne de cyberattaque dans leur pays, un comportement malveillant auquel l'Union européenne a promis une réponse ferme. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les pays occidentaux sont en alerte maximum contre le risque d'attaque informatique. Et de son côté, la Russie juge ces accusations infondées. Israël annonce la mort d'un otage détenu dans la bande de Gaza aujourd'hui. Il s'agit de Dror Or, 49 ans. Il avait été enlevé dans le kibboutz de Be'eri le 7 octobre dernier. Son épouse Yona avait été tuée le jour de cette attaque. 2 de ses 3 enfants avaient été kidnappés puis libérés pendant la trêve de novembre dernier. Et puis à un mois des élections européennes, le Rassemblement national est toujours en tête des intentions de vote avec 29%. C'est le résultat de notre dernier baromètre Opinionway pour CNews, Europe 1 et le journal du dimanche. L'écart se resserre entre la majorité présidentielle et le Parti socialiste, avec respectivement 17 et 14% des intentions de vote. Reconquête est 4e avec 8%, cher Olivier. Merci Simon Guillain. Si vous nous rejoignez sur CNews et Europe 1, nous continuons de parler de la situation à Sciences Po et pas seulement, notamment avec cette nouvelle manifestation d'étudiants pro-palestiniens cet après-midi. Lucas Barbagli, délégué national uni, vous y étiez et j'imagine que vous avez été mal reçu. C'était un passage éclair. Nous y sommes rendus avec des affiches unies et une banderole Hamas égale terroriste. Ce que vous voulez pointer surtout en s'y rendant, c'est pas juste faire un coup de com', mais c'est montrer surtout la censure qu'il y a chez ces gens-là, puisque en effet on a parlé des militants pro-palestiniens, mais tout ça est organisé aussi avec les organisations étudiantes, que ce soit de l'UNEF, l'Union étudiante, le Point Levé, Révolution Permanente, qui sont des organisations étudiantes subventionnées par l'État, subventionnées par des collectivités locales qui siègent dans les conseils universitaires et entre autres de Sciences Po. Et aujourd'hui, aucune sanction n'a été menée face à ces organisations-là. Donc certes, à chaque fois on parle de militants pro-palestiniens qui vont bloquer les universités, mais ces militants-là font partie de ces organisations étudiantes. Et aujourd'hui, Madame Retailleau n'a jamais eu de mots face à ces organisations-là. Elle n'a jamais condamné ces actes-là puisqu'elles ont été revendiquées par ces organisations. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà du débat Hamas et Israël, il y a une vraie censure de la pensée étudiante. On l'avait dit déjà même depuis 2018 quand il y avait eu pas mal de blocages. Et c'est toujours le cas. Ces organisations-là sont contre la liberté de penser, la liberté d'expression. Et on l'a vu puisque nos affiches ont été arrachées et on s'est fait exfiltrer par la police. Alors Pierre-Henri Ibaud, vice-avocat, n'y a-t-il pas urgence du côté notamment du ministère de l'Enseignement supérieur de se pencher sur ces associations? On a vu Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, prendre moins de pincettes, si je puis dire, à juste titre, pour demander la dissolution d'autres associations, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Est-ce qu'effectivement la question doit se poser?
Mais ce qui est toujours insupportable, c'est qu'il y a beaucoup de gesticulations, il y a beaucoup de propos, mais il n'y a pas beaucoup d'actes derrière. Et ce que vous dites là, et c'est profondément scandaleux, que ces organisations qui sont subventionnées ne sont pas attaquées justement par les politiques qui peuvent agir, laissent totalement sans voix. Donc évidemment qu'il faut s'attaquer à ces organisations, mais surtout, et ce qui est alarmant dans ce dossier-là, c'est que c'est un dossier qui est évidemment un dossier sensible, qui est un dossier compliqué, et que des étudiants bloquent littéralement des universités, bloquent des lieux d'enseignement, où justement Sciences Po est comme l'école du débat, l'école de la pensée, l'école de la liberté d'expression. Et justement, cette liberté d'expression est totalement censurée, c'est ce que vous disiez à l'instant, et on le voit bien que ces étudiants-là aujourd'hui ne peuvent plus rentrer au sein de Sciences Po, ne peuvent plus rentrer au sein de ces universités, que le débat est complètement rompu, et qu'au contraire, nous avons une petite minorité qui vient là imposer sa pensée par la force, j'entends physique, mais aussi la force verbale, par des propos qui sont en plus ignobles. Et une minorité, en tout cas, qui a un impact sur la réputation de Sciences Po. Alors, quel avenir pour cet établissement autrefois de prestige, en tout cas décrit comme tel? Je vous propose d'écouter ces quelques Français que nous avons pu interroger et ils nous livrent leur avis. Écoutez. De manifester, je pense qu'on essaye de comprendre, d'apprendre, et c'est le rôle de Sciences Po, qui aujourd'hui, à mon avis, a perdu beaucoup de crédibilité en laissant le désordre s'installer. C'est une minorité qui bloque tout le monde. Donc là, par contre, je trouve ça un peu préjudiciable pour les autres, quoi. Donc je suis pas... Ça me gêne un peu. C'est dans ce sens-là que ça me gêne. Mais après, chacun a le droit de donner ses idées, mais pas d'empêcher les autres. Autour de moi, je connais des gens à Sciences Po, et même des amis à moi qui voulaient aller à Sciences Po qui n'iront plus. Ils l'ont rayé de la liste, donc, et c'est que le début, je pense. Donc il faut vraiment reprendre en main vite ce qui se passe au niveau de l'école. On le voit, la crédibilité de Sciences Po mise à mal, en tout cas, hein, Véronique Jacquier. Oui, c'est évident qu'il ne peut pas en être autrement. Hein. Je vois pas comment ça peut mieux se passer. Cela dit, c'est pas la première fois quand même que cette école est gangrenée par une idéologie islamo-gauchiste. C'est pas la première fois qu'il y a en interne des questions qui se posent quant au fait de conserver sa dimension élitiste, hein, puisque on l'a vu, le wokisme a pénétré cet établissement. On a vu qu'il n'y a plus d'épreuves de culture générale. On a vu que le mode de recrutement était quand même un petit peu spécial. Donc, on peut le dire sans insulter les étudiants qu'il y a quand même pas un nivellement vers le bas, mais enfin, en tout cas, un nivellement vers ce qui ressemble au monde dans lequel les élites veulent vivre. Et la façon dont ils se projettent dans le futur, ça donne pas quelque chose de très constructif. Moi, il me semble quand même important de mettre au point deux choses. Tout d'abord, peut-être la mise sous tutelle de l'établissement pour créer un électrochoc. C'est une demande qui est faite, effectivement. Je sais pas si vous êtes d'accord. La deuxième chose, c'est quand même que ça ressemble à une pétaudière. Maintenant, Sciences Po, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de patron, tout simplement. Ça fait des mois qu'il n'y a pas véritablement de patron. Oui, par intérim. Oui, par intérim, d'accord. Mais enfin, il est temps quand même de donner une impulsion. Non, mais il est temps de donner une impulsion politique avec un véritable chef. Alors, on sait qu'il y a, par exemple, Monsieur Letta, qui est un Italien, qui est l'ancien président du Conseil des ministres italiens, qui tient la corde. Sa candidature tient la corde. Il est actuellement président de l'Institut Jacques Delors. Ça pourrait être une candidature en surplomb. Il y a d'autres candidats, hein, comme Najat Vallaud-Belkacem. Bon. Voilà. Alors, il y a d'autres figures de la gauche. Mais pour le coup, ce qui est scandaleux, ce n'est pas tant le fond du débat, c'est la forme. Parce que débattre du fond, débattre sur les conditions dans lesquelles Israël intervient, débattre du respect ou non du droit international, du droit humanitaire, c'est un sujet noble, c'est un débat qui peut être noble. Là, c'est la forme qui est remise en cause. C'est le fait de bloquer des universités, c'est le fait justement de bloquer toute forme de débat. Pour débloquer les universités, il faut peut-être autre chose qu'un patron par intérim. Voilà, il faut un vrai patron. Voilà, c'est pour un vrai patron dans la maison Sciences Po. C'est pas le fond du débat qui pose problème, et je ne pense pas d'ailleurs que même pour lui, ce soit le fond du débat qui pose problème. Au contraire, ce sont des sujets qui sont particulièrement intéressants, et qui sont compliqués. Ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même des années. Pas tous en même temps. Répondez. Des années que Sciences Po s'est préparé petit à petit à toucher le fond. C'est-à-dire que là, on voit l'écume de quelque chose qui est sous-jacent depuis des années. Dans les enseignements, dans le recrutement, dans le profil des étudiants, dans l'internationalisation des études, puisqu'on se retrouve avec des étudiants pour qui finalement les débats
franco-français n'ont aucune importance. On va demander l'avis à Lucas Barbagli, délégué national uni. Voilà. Lucas Barbagli, délégué national uni, avant de vous libérer, peut-être votre avis, vous, qu'est-ce que vous attendez désormais de l'État pour rétablir la fermeté aujourd'hui? On a parlé de patron, en effet, aujourd'hui il n'y a plus de patron. Il n'y a plus de patron au ministère de l'Enseignement supérieur, il n'y a plus de patron même dans les universités, puisque aujourd'hui, Madame le ministre avait annoncé qu'elle allait tout faire pour empêcher les blocages. Qu'ont fait les présidents d'université, même ont-ils mis une sécurité supplémentaire pour faire de la prévention? Je pense que c'est le premier rôle d'un chef d'État, c'est faire de la prévention dans son État. Et aujourd'hui, des universités ont été fermées par avance, puis par peur justement qu'il y ait des blocages. Dans ce cas-là, alors je ne suis qu'étudiant, mais le simple avis, c'est pourquoi n'avez-vous pas mis une sécurité supplémentaire dans les universités et dans les différents IEP? Ça n'a jamais été le cas. Soit ils ont laissé faire, et dans ce cas-là, il y a eu des blocages et les étudiants n'ont pas pu se rendre en cours, voire même n'ont pas pu assister à leurs examens, puisqu'il y a les examens en cours, je le rappelle. Donc aujourd'hui, c'est le diplôme des étudiants qui est mis à mal. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, il n'y a même plus besoin de communication. On veut des actes, on veut de l'action. Et aujourd'hui, les présidents d'université et Madame Retailleau n'agissent pas tout simplement. Lucas Barbagli, délégué national uni, merci d'avoir accepté notre invitation sur CNews et Europe 1. Nous marquons une très courte pause. Dans un instant, nous allons revenir sur cette phrase de Donald Trump. Elle provoque pas mal de réactions. Ces dernières heures, le candidat républicain à la présidentielle qui pointe du doigt la politique migratoire menée en France et au Royaume-Uni. On en parle tout de suite sur CNews et Europe 1. Très courte pause. Europe 1, Punchline, 18h-19h, Olivier de Kerenfleck.